Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à nouveau ici dans Studio M, la chaîne d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. On est ravis de vous retrouver pour cette troisième journée de salon ici dans le hall 1 de la Porte de Versailles où vous êtes toujours les bienvenus. Et pour continuer cette journée, on va parler de mobilier et de la façon dont l'édition de mobilier peut être un laboratoire pour les nouveaux matériaux. Ils sont nombreux ces nouveaux matériaux, retour en grâce des matériaux bruts, matériaux de réemploi, de quoi doper peut-être et sûrement la créativité des designers et de l'ensemble de la filière. Et pour parler de tout cela, nous sommes avec Annabelle Ledoux. Bonjour. Bonjour. Programmatrice de Formae, c'est vous qui avez préparé cette table ronde et on va en parler dans quelques secondes. On va d'abord présenter les autres invités. Karine Gins, directrice générale de Vitra, qui est un groupe d'édition et de réédition de pièces iconiques du design. Maxime Roux, vous êtes le cofondateur d'Ostrea et vous êtes au cœur de l'innovation de matériaux puisque vous proposez de transformer des déchets conchylicoles, à 10 h du matin, c'est compliqué comme mot, en matériaux recyclés. En gros, on dirait de la pierre, mais c'est de l'huître ou de la Saint-Jacques par exemple. Et puis, Ronan Legrand, vous avez cofondé Corpus Studio et dans vos projets d'archi immobilier, vous aimez jouer et expérimenter avec les volumes et les matières. Annabelle, pourquoi Formae a choisi le thème de la R&D matériaux dans l'édition de mobilier pour cette table ronde aujourd'hui? Alors, merci déjà de nous recevoir en plateau. Mais c'est un plaisir. En fait, ce thème, il coulait un peu de source, en fait, parce qu'il s'agit de notre ADN à Formae. Donc, Formae, peut-être qu'il est important, en fait, de le repositionner. C'est un magazine qui est assez récent. Il a 2-3 ans, en fait. 3 ans pour nous, 2 ans pour le grand public, on va dire. Et en fait, il se focus justement sur tout ce qui est processus créatif lié à la matière. Donc, Formae, en fait, va tout autant s'intéresser à la réflexion de Ronan, en fait, et chez Corpus Studio, en fait, pour savoir comment est-ce qu'il va aborder, en fait, son sujet. Est-ce qu'il va commencer par la matière? Est-ce qu'il va commencer par la problématique pour choisir la matière? On va s'intéresser à comment Vitra et Karine et toute son équipe, en fait, travaillent toute la recherche innovation pour les nouveaux matériaux ou pour les matériaux existants, en l'occurrence, c'est comment en fait ça a une importance dans le processus créatif. On va s'intéresser à tous les nouveaux matériaux qui sont fabriqués, comme celui de Maxime chez Ostrea, parce qu'en fait ça nous intéresse profondément. Et donc l'idée c'est vraiment d'aller explorer en fait tous les potentiels en fait des matériaux, mais à travers ceux qui les vivent, ceux qui les travaillent. Donc ça peut être voilà, des designers, des architectes, des éditeurs, des fabricants, des éditeurs de mobilier. Et si vous avez créé un magazine autour de ça, c'est parce que le matériau est ultra important aujourd'hui dans le processus de création? Alors nous, c'est notre conviction, c'est profonde, donc c'est extrêmement important et c'est pour ça aussi qu'on a composé ce panel donc avec ces 3 interlocuteurs qu'on connaît très bien parce qu'en fait on adore aller chez eux explorer dans une démarche un peu prospective. J'imagine que ça doit être pénible. Pas du tout pénible, c'est passionnant et surtout qu'en fait on sait que ces 3 acteurs en fait ils peuvent nous parler toute une vie entière si ça vous va. Alors on va pas faire toute une vie, d'autant qu'il y en a certains qui ont des rendez-vous après, mais on va quand même aller explorer leur point de vue. Karine Gins, chez Vitra, donc je l'ai dit, hein, vous faites de l'édition, de la réédition de pièces de design. Quand on est comme ça dans une démarche d'édition ou de réédition de pièces iconiques, est-ce que vous pensez que c'est aussi votre rôle d'être une sorte de laboratoire de nouveaux matériaux? Tout à fait. Vitra, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 80 ans. Et en fait, je pense dans l'ADN de Vitra, il y a toujours eu la R&D. Par exemple, la chaise Pantone qu'on connaît très bien aujourd'hui, à l'époque, 25 fabricants avaient dit non, on ne pourra jamais la faire, elle est trop compliquée. Et donc aujourd'hui, les challenges ils se sont déplacés. On est plus sur les matériaux. Nous, on est une entreprise à mission. Et donc dans notre mission, on avait une mission commerciale, culturelle, et on a rajouté un volet environnemental. Donc dans tout ce qu'on fait, il va falloir qu'on fasse attention dans la démarche qui peut être produit, qui peut être dans nos comportements, qui peut être au sein du campus, autour de l'environnement. Il y a un truc très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est quand on allait voir les fabricants, ils commençaient par nous dire c'est trop compliqué. Est-ce que ça fait partie de la démarche que vous menez, de leur expliquer que c'est pas trop compliqué, que c'est possible et qu'au contraire, c'est vertueux et c'est mieux? Oui, je pense qu'après les auteurs, les designers adorent travailler avec Vitra parce que
quand c'est compliqué, nous on dit jamais non et on s'arrête pas. Donc parfois on a ça c'est peut-être le côté un peu clin d'œil de Vitra, c'est qu'on n'est pas rapide, on est suisse. Donc quand on développe des produits, on prend peut-être un peu plus de temps, mais ils vont durer pratiquement toute une vie. Donc on a des taux d'utilisation, on en reviendra parce que je pense que c'est clé dans cette démarche sur les matériaux et le développement durable. C'est pas juste en fait l'empreinte carbone, mais de s'assurer que le produit va être utilisé le plus longtemps possible. Ça, c'est la démarche, j'allais dire la mission quasiment. Et dans la démarche créative, c'est quoi? C'est du test and learn. Quand on parle de nouveaux matériaux, il y a des choses qui arrivent, vous vous dites, bah, on va essayer, on va voir. Il y a un peu de tout, mais pas que. Non, je pense que c'est vraiment une démarche profonde. On a beaucoup d'analyses. Par exemple, dans nos produits, 20% c'était du plastique, donc c'était forcément une matière sur laquelle il fallait se pencher. Donc aujourd'hui, pratiquement tous nos plastiques sont des plastiques recyclés post-consommation. Donc on fait beaucoup d'analyses autour du cycle de vie pour comprendre effectivement les matériaux sur lesquels on doit s'attaquer pour améliorer l'empreinte carbone. Alors, il y a le plastique que l'on peut recycler, et puis il y a les nouveaux matériaux comme ceux que vous avez créés, Maxime Roux. Comment ça vous est venu cette idée assez géniale, hein, je dois avouer, parce que j'ai déjà vu ce que vous faites l'année dernière, vous étiez déjà là, d'utiliser les coquilles d'huîtres, les coquilles de coquilles Saint-Jacques pour fabriquer un matériau destiné à l'ameublement. Alors, c'est vrai que c'est pas commun comme parcours. Moi, je travaillais dans la tech avant, donc rien à voir avec l'univers des matériaux. Et on voulait, c'était au moment du Covid, donc il y avait vraiment une volonté de retrouver du sens dans ce qu'on faisait. Et j'ai un de mes amis dont le grand frère est ostréiculteur, qui est la maison Tailleron, qui est un des plus gros producteurs de fruits de mer en Bretagne, et qui, à lui tout seul, produit 15 000 tonnes de déchets coquillages par an. Et du coup, mon ami a passé le confinement chez son frère et est revenu nous dire qu'il y avait tout un gisement en Bretagne qui était inexploité. Et la coquille d'huître, la coquille Saint-Jacques, c'est du carbonate de calcium, donc c'est quelque chose qui est massivement utilisé dans l'univers des matériaux. Donc c'est une base de pierre calcaire, et du coup, on a fait le parti pris de reconstituer une pierre avec le coquillage, et du coup de partir sur une matière minérale qui pourrait s'apparenter à du marbre en utilisation. Donc le confinement 2020, 5 ans après, vous commercialisez vos produits. Ça a été quoi? Il y a eu beaucoup de tests. Ça a été quoi la démarche intellectuelle, la démarche industrielle, la démarche commerciale? En fait, on a eu 2 ans de recherche et développement avant de commencer à commercialiser le produit. Au début, on est vraiment parti du déchet, donc on pensait presque faire plutôt du mobilier, même plus qu'un matériau. On a même étudié toutes les voies de revalorisation de la coquille dans l'agriculture ou sur d'autres sujets que le design. Et finalement, le matériau, c'est ce qui a fait le plus de sens, que c'est là où on avait le plus de volume de matière qu'on pouvait utiliser. Et puis c'est aussi là où on a vu très vite qu'on avait un intérêt d'architectes d'intérieur et d'architectes qui trouvaient que c'était intéressant à pousser. Et donc ça s'est vraiment fait au fil de l'eau, avec au premier abord des tests qu'on a pu faire soit avec des archis, soit des éditeurs de mobilier, puisque faire un petit plateau de table de bistrot, c'est plus simple que de faire des grandes tranches comme on fait aujourd'hui. Donc ça a vraiment été une approche un peu de test avec le marché et le besoin. Vous avez commencé petit et puis au fur et à mesure, vous avez fait évoluer le process industriel pour partir de la table de bistrot jusqu'à des grands panneaux. Exactement, on a commencé dans un petit garage, ensuite on a monté un premier atelier de fabrication qui produisait 1000 m² par an, et maintenant on a monté notre usine qui est à Rennes et qui du coup change vraiment d'échelle de production. Le garage, c'est vrai ou ça fait partie de la mythologie? Non, parce vrai, que tous les grands succès naissent dans les garages. C'était dans un garage. Ronan Legrand, vous dans votre métier d'architecte et de design, comment vous l'intégrez cette réflexion autour des matériaux? Est-ce que quand vous voyez ce que fait Maxime, par exemple, vous dites ok, c'est le point de départ de quelque chose, ou est-ce que d'abord vous cherchez à créer une ambiance, vous dessinez quelque chose et ensuite vous cherchez les matériaux? Je pense que nous, en fait, on a vraiment un point de vue, une approche du mobilier qui est vraiment architecturale. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de pousser le matériau, la matière, dans une approche presque tectonique. C'est-à-dire, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de façonner des blocs de pierre, de trouver en fait les métaux les plus fins possibles pour avoir les plus grandes portées de table. Par exemple, sur une collection aussi qu'on a fait en pierre de lave émaillée, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de pousser le savoir-faire technique pour obtenir le plus grand craquelé possible, donc à la plus grande échelle possible.
Et c'est ça qui nous intéresse le plus, je pense, dans cette démarche, c'est vraiment de pousser le matériau sur ses propriétés en fait physiques. Mais j'allais dire, qu'est-ce qui vous excite intellectuellement? C'est la prouesse technologique, j'imagine que c'est très excitant intellectuellement, mais à la fin, ce sont bien des choses qui vont servir, que les gens vont utiliser. Est-ce que c'est un argument en plus en leur disant, regardez, on est allé au maximum du maximum de ce qu'on pouvait aller dans la finesse d'un métal ou dans l'utilisation d'une pierre de lave? Il y a forcément une approche aussi de l'objet domestique, parce que c'est un objet qui va être utilisé au jour le jour. Mais ce qui nous intéresse, nous en tout cas dans notre approche, c'est vraiment de pousser la matière pour avoir vraiment essayer de l'aboutir le plus possible en fait. Et je pense que ce qui est intéressant dans notre travail, c'est qu'on n'a pas forcément une approche de designer, mais on a plus une approche de sculpteur ou d'architecte, où on veut vraiment, il y a un peu un acte presque de construire sur cette approche du design. Et pour moi, c'est ce qui est intéressant, et c'est en tout cas ce qui nous anime dans ce travail. Et tout à l'heure, Karine parlait d'éco-responsabilité, de démarche environnementale, responsable et durable. C'est quelque chose que vous intégrez, c'est quelque chose qui est à la base de votre studio. On aime bien parler des valeurs, de l'ADN et tout dans les boîtes. Bon, on va le dire comme ça, c'est un peu galvaudé, mais enfin, il y en a qui en ont vraiment. Donc voilà, est-ce que vous, ça fait partie, du corpus? Notamment sur notre dernière collection en fait, qu'on a réalisée en bois de platane. En fait, on s'est intéressé au platane parce que déjà c'est l'arbre qui est le plus vu en France, c'est ce qu'on a vraiment sur toutes les avenues parisiennes, toutes les allées provençales, et qui a été très peu utilisé en fait dans le mobilier. Donc déjà, il a une essence très particulière et très singulière parce qu'il a un motif très 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 particulier. Et en fait, ce qui nous a intéressé, c'est que ce platane aujourd'hui, en fait, a une épidémie de cochonilles. Et du coup, ils sont décimés, ils abattent ces arbres. Et en fait, nous, on veut les réutiliser pour leur donner du coup une seconde vie dans le mobilier. C'est assez fascinant, d'ailleurs, c'est très beau les platanes. Maxime, le matériau que vous avez développé, donc on l'a dit, on est parti de la table de bistrot, aujourd'hui il y a des grandes lames. Est-ce qu'il est possible de l'utiliser pour tout et qu'on l'imagine malléable et vous imaginez que le champ des utilisations est infini? Alors, le champ des utilisations est quasi infini et se rapproche de tout ce qu'on peut faire de la pierre. Donc c'est vrai qu'on a commencé avec de l'objet et des plateaux de mobilier. Aujourd'hui, on produit ce qu'on appelle des tranches. Donc quand on extrait une tranche de pierre, on part d'un bloc qu'on vient scier pour faire une tranche qui ensuite peut être façonnée de plein de manières différentes. Donc nous, on est à cette étape-là. L'étape d'après sera un effet de couler des blocs pour qu'on puisse façonner quelque chose en massif. C'est des choses qu'on teste à petite échelle aujourd'hui parce que produire un bloc de plusieurs tonnes, il faut quand même être capable de le manipuler, de le bouger. Mais en effet, tous les champs du possible, aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est que ce soit un nouveau type de pierre finalement qu'on puisse utiliser. Et ce qui est assez fascinant, je ne sais pas, je pose la question, c'est qu'entre deux blocs que vous allez fabriquer, ils n'auront pas la même apparence, ils n'auront pas forcément, il n'y a pas la loi des séries, enfin, il y aura quand même un petit côté exceptionnel dans chaque bloc? Alors on essaye, nous, de se rapprocher quand même de quelque chose d'homogène, parce qu'on fait beaucoup de projets d'agencement où des plaques vont être rassemblées ensemble, donc il faut quand même qu'il y ait une cohérence globale. Donc il y a un très gros travail sur les tailles des paillettes de coquillage qu'on va utiliser, les fréquences de vibration qu'on va utiliser pour répartir ces paillettes dans la matière. Donc il y a toute une cohérence qui font que les blocs peuvent aller ensemble et en même temps chaque tranche reste unique dans le mouvement qu'il va y avoir du coquillage, dans la manière dont les paillettes vont être réparties. Donc il y a un petit peu les deux finalement. Ronan, il y a un des débats qu'on va avoir ici, c'est l'éloge de l'imperfection dans le design et dans maintenant le meuble et dans la réflexion autour du meuble. Est-ce que le fait que tout ne soit pas exactement pareil, c'est quelque chose qui vous amuse, vous? Oui, enfin c'est plus que ça nous amuse, c'est quelque chose, c'est une vraie démarche de notre côté. Parce que par exemple, si on a fait toute une collection du coup en fonderie de métal, aussi bien du fonderie de laiton, de cuivre, d'aluminium. Et en fait, malgré que le design soit identique à chaque fois, le processus et la main de l'artisan et les imperfections, les brûlures de fonte et tout ça, tous ces accidents-là, c'est quelque chose qu'on veut absolument garder dans nos pièces. Et du coup, même si chaque pièce a le même dessin,
elle devient complètement unique due au procédé et au changement de la matière. Et elle raconte une histoire. Quand on réédite des pièces de design iconiques, on réédite une histoire aussi. Oui. Alors moi, je vais plutôt aller sur le sens de mes confrères. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, la nouvelle esthétique, c'est clé. C'est clé pour les produits neufs et c'est clé pour le réemploi. Et aujourd'hui, peut-être ceux qui on doit éduquer le plus, c'est nos clients finaux, parce que nous, on est un designer industriel, donc on fabrique de manière industrielle. Néanmoins, pour aller dans cette nouvelle direction, qui est faire attention aux matières qu'on consomme, utiliser peut-être plus de matières proches de leur état naturel. Parfois, pareil, le plastique recyclé, il n'aura pas une allure parfaite. Et donc voilà, et donc il faut qu'on éduque, parce que chacun doit jouer un rôle et accepter cette nouvelle esthétique, qui va être que les plateaux en plaquage ou en bois, ils vont pas être identiques. On va accepter maintenant des défauts sur le bois. Quand on a un plastique recyclé, il va avoir des petites paillettes. Et donc voilà, et dans le réemploi, idem, encore pire, parce que là, parfois, les gisements ne sont pas homogènes. Et donc, on travaille tous aujourd'hui avec mes confrères en fait, de l'industrie pour voir comment on peut aider ces gisements. Mais voilà, il y a un travail à faire pour accepter un petit peu de flexibilité, d'agilité, parce que si on veut avoir un bon bilan RSE, il faut que chacun joue son rôle. Annabelle, ce fait comme ça de ne plus avoir les choses absolument parfaites, mais que les défauts deviennent finalement un élément de l'histoire qu'on raconte, un élément d'avoir une pièce unique, même si c'est une pièce qui a été faite en série, c'est quelque chose qui est important et dans le phénomène de l'industrie aujourd'hui tel que vous l'observez. Alors oui, on revient de plus en plus en fait justement à la pièce industrialisée, mais finalement qui est un petit peu unique. Et je crois que effectivement les consommateurs également, les clients, finalement, comme dit Karine, en fait, on à force été un peu éduqués et recherchent un petit peu, en l'occurrence, notamment pour les collectionneurs, en fait cette petite particularité qui fait qu'on saura toujours que ça a été la leur, cette pièce design. Donc ça, en fait, on le voit vraiment, en fait, beaucoup, ce retour en fait à la matière première, l'arrivée de nouveaux matériaux, en fait, comme Austrea, mais en fait, il y a vraiment toute une dynamique, une révolution, une ébullition pour des matériaux qui sont faits en fait à la base de déchets ou de matériaux délaissés. Donc là, vraiment, en fait, c'est un petit peu effectivement l'éloge de l'imperfection, dont vous parliez tout à l'heure. Éloge de l'imperfection qui est très bien de faire parce que nul n'est parfait. Ronan, est-ce qu'on est au début d'une nouvelle ère en matière de matériaux selon vous, ou est-ce que c'est quelque chose qui à un moment va toucher ses limites? Non, j'espère que ça ne va pas toucher ses limites, bien heureusement. Je pense que le développement de la technique nous permet de faire des choses toujours plus poussées. Nous, c'est vrai qu'on aime beaucoup travailler avec des savoir-faire qui sont quelque part un petit peu ancestraux, c'est-à-dire tout le travail de fonderie, c'est quelque chose qui est fait de génération en génération, souvent avec des artisans même de famille. Je pense que plus justement on vient leur donner de la technique et plus on peut développer de manière plus ample en fait toutes les idées qu'on peut avoir. Donc, Karine, le terrain de jeu, il est infini? Oui, j'espère, parce que déjà l'histoire le prouve. Si on regarde les chaises IMS en plastique, elles sont sorties en fibre de verre, et puis on a arrêté parce que c'était pas bon ni pour la planète, ni pour les gens qui les fabriquaient. Elles sont passées en polypropylène. Aujourd'hui, elles sont en plastique recyclé. Et nous, on s'est attaqué à un sujet récemment qui est toutes les mousses moulées, qui sont polyuréthane et qui n'étaient pas recyclables parce qu'elles étaient très énergivores. Donc ça ne faisait aucun sens. On a travaillé pendant 3 ans avec BASF et on vient de trouver la première mousse en polyuréthane qui est recyclable. Et donc en fin de vie, on va pouvoir à nouveau la fondre, la faire couler, lui donner une nouvelle forme. Donc j'espère que non, je pense que ça prouve que non. Et c'est génial parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, c'est pas que sur les produits neufs, mais la créativité, elle doit aussi aller sur le réemploi pour faire des produits qu'on puisse recustomiser pour des clients, pour des espaces. Et je pense qu'il y a une grande énergie pour le moment autour des matériaux pour les faire évoluer. Maxime, alors vous êtes déjà bien occupé avec vos milliers de tonnes de déchets de coquillages. Est-ce qu'il y a d'autres, vous avez peut-être des confrères qui sont comme ça dans l'utilisation de nouveaux matériaux? Est-ce que vous-même vous pensez déjà à la prochaine étape et vous voyez déjà un autre terrain de jeu?
Complètement. On a évidemment nous, beaucoup de confrères qu'on connaît bien qui s'attaquent à différents types de gisements de déchets. Nous, à notre échelle, on va dire qu'on va avoir une spécialité pour l'ADN de marque sur les déchets marins qui sont nombreux. Il y a beaucoup d'autres coquillages qu'on peut explorer. Il y a des sédiments marins qu'on peut utiliser aussi, qu'on peut trouver partout. Et après, plus largement, nous, on est dans la pierre, donc c'est vrai que tous les déchets minéraux nous intéressent. Il y a beaucoup de déchets de chantier, de la brique. Donc, c'est pas des sujets évidemment qu'on avance beaucoup en ce moment parce qu'on a bien assez à faire avec les coquillages, mais dans l'idée, si on poussait le développement de l'entreprise et la vision qu'on a, ce serait vraiment de pouvoir en fait être une entreprise spécialisée dans la production de matières minérales recyclées. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Annabelle, pour conclure. Alors, oui, effectivement, nous, en fait, on est convaincus que ce laboratoire de matériaux qui est l'édition mobilier, en fait, est un terrain de recherche infini, puisque, comme on le voit, donc du coup, il y a les matériaux initiaux qu'on a l'habitude de tous voir, mais en fait, finalement, qui se réinventent en fait dans leur utilisation, la manière dont ils sont travaillés, etc. Et les acteurs comme Corpus Studio, en l'occurrence, le démontrent. En fait, il y a des milliards de manières de bien travailler un matériau, et en fait, ça ne donne pas du tout le même aspect et la même sensation. Karine, c'est pareil, chez Vitra, en fait, on peut trouver plein de mobiliers qui vont procurer différentes émotions alors qu'ils sont faits avec les mêmes matériaux. Et puis, il y a tous les nouveaux matériaux qui arrivent et qui, eux-mêmes, ne cessent d'essayer d'innover, en l'occurrence, dans leur process pour obtenir une nouvelle couleur, pour obtenir un nouvel effet, ou bien parce qu'en fait, ils se sont dit qu'effectivement, il y a un nouveau gisement de matériaux qui existe quelque part, ou bien parce qu'ils décident de s'allier en fait, entre confrères. Et ce qu'on trouve passionnant, c'est que derrière, il y a tout autant d'emplois qui sont créés pour les territoires, puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Austria, par exemple, et les déchets conchilicoles, j'y suis arrivée. Moi, j'ai toujours eu un problème avec les mots de plus de 3 syllabes. En fait, il y a besoin, j'imagine, de créer une filière, en l'occurrence, parce que je pense que même s'il y a d'autres acteurs qui vont s'en servir, l'idée, c'est de travailler ensemble. Pour le plastique, je sais qu'il y a plein d'acteurs qui travaillent ensemble, parce qu'au départ, il y a 5 ans, on n'était pas du tout en fait au niveau des matériaux que Karine peut utiliser justement pour certaines chaises. Pas du tout. Donc du coup, pour nous, c'est infini et passionnant, et je pense qu'en fait, on va continuer longtemps à aller rencontrer des acteurs comme vous. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'effectivement, il y a la création de filières. Alors, il y a la filière en amont de tout ce que vous faites, et puis après, il y a la filière en aval, et vous servez peut-être tous aussi d'exemple à des grands industriels qui produisent en grande série et qui vont peut-être aussi se mettre à tout ça et se dire qu'enfin, c'est pas trop compliqué, que c'est possible. Merci à tous les 4, merci d'avoir été avec nous, c'était passionnant. Merci à vous, Annabelle, d'avoir préparé tout ça avec attention et méticulosité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Studio M, il y a encore plein de débats, plein de tables rondes qui vont suivre tout au long de la journée. Évidemment, vous êtes les bienvenus ici à Esprit Meuble et à Esprit Contract, Hall 1 de la Porte de Versailles toute la journée. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Salut.